On remercie chaleureusement donc Julie Gaillet d'avoir accepté notre invitation dans une période extrêmement chargée pour elle, puisque elle est allée à Cannes, mais pas qu'à Cannes. Et là, en ce moment, surtout, elle est dans la préparation de son festival, la 4e édition à Rochefort. Donc, on est très heureux de la voir. C'est une personne qui refuse les étiquettes, hein, qui souvent d'ailleurs ont conduit à écarter les femmes. Mais par contre, vous m'autoriserez à dire que vous avez plusieurs casquettes. Casquette donc d'artiste émérite, hein, qui a une formation lyrique, théâtre, cirque, et qui a joué régulièrement dans des films, téléfilms, qui a eu le prix Romy Schneider. Hein, quand on regarde la liste des lauréates du prix Romy Schneider, c'est impressionnant. On voit donc là le cinéma français bien représenté, également qui a été nominé au César. Également réalisatrice, et vous en parlerez peut-être aussi, d'un film de Olympe de Gouges. Citoyenne engagée, présente dans de très nombreuses associations, et donc très nombreuses associations, pas que liées aux femmes, mais enfin ça fait partie aussi quand même de vos préoccupations essentielles. Et puis je dirais aussi une femme pragmatique, puisque les questions d'argent, vous connaissez, vous êtes réalisatrice, productrice depuis plusieurs années, un festival à gérer, donc là aussi on a des élèves qui peut-être pourront eh bien, vous poser des questions dans ce domaine-là. Que dire de plus? Qu'en face de vous, eh bien, vous avez... Ah oui, je peux ajouter aussi que là, au risque d'agacer, que vous êtes souvent photographié dans les médias aussi, hein, présente. Et donc, on vous voit souvent votre compagnon, votre chienne, Philae. Donc, je ne dirai pas plus loin. Donc, en face de vous, des secondes, des premières terminales. Donc, souvent, la première question est... Alors, les thématiques, c'est par rapport à la présentation que j'ai faite, mais bon, c'est bon enfant, donc on va être plutôt sur le milieu donc artistique, associatif et puis financier, mais on peut aussi aller de l'un à l'autre en fonction des questions. Comme la première question est souvent difficile à poser, on a décidé avec les premières SES de poser une première question. Et donc il y avait notamment, je crois, Sarah, Amandine, peut-être Pablo. Donc je vous passe le micro. Ah, parfait. Bonne présentation. En tout cas, je suis vraiment là pour répondre à vos questions et donc n'hésitez pas. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que pour vous être féministe? Et pour vous, où se situe la limite entre le être féministe et le féminisme extrémiste? Oh là, est-ce qu'il y a une limite? En fait, dans tout mouvement, il y a des extrêmes, hein, dans tout. Le féminisme, disons que c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Je ne crois pas qu'on est féministe, on le devient. De la même manière qu'on ne naît pas femme ou homme, on le devient. Et ça, j'en suis convaincue. Il y a des injonctions, la société, qui fait que, comme l'a très bien dit Simone de Beauvoir, eh bien, on ne parle pas de la même manière à un bébé quand c'est un petit garçon ou quand c'est une petite fille. Il y a pas mal de tests qui sont faits là-dessus et qui vont nous modifier et nous construire, même si effectivement aussi physiquement, les femmes ont une santé et un physique différent puisque nous avons les règles, puisque nous portons des enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses hormonalement et on est différents, mais en réalité, c'est surtout aussi beaucoup une construction sociale. Et là, je vous dirais de tous lire et un tout petit livre absolument formidable qu'elle avait fait pour des lycéens, collégiens, qui est Françoise Héritier, qui avait fait une petite, un cours, enfin une explication depuis la préhistoire jusqu'aujourd'hui, comment s'est créée cette dysmorphie, même physique, ou cette différence entre les filles et les garçons, qui a eu beaucoup d'époques très différentes dans l'histoire qui amènent aujourd'hui à ces sociétés. C'est sûrement aussi pour ça que j'ai réalisé ce film sur Olympe de Gouges, c'est que je pense que nous n'avons pas raconté l'histoire des femmes dans notre histoire de France, dans notre histoire même, suffisamment parce que ça aiderait à cette égalité. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'égalité, de parité, de plus d'harmonie ensemble, de vivre plus harmonieusement ensemble et de ne toujours pas comprendre pourquoi il n'y a pas l'égalité salariale, pourquoi il n'y a pas parfois sur des sujets comme la santé des femmes, il y a des choses très très déséquilibrées. Et j'ai pris deux, trois petits exemples que je vous lirai tout à l'heure. Donc c'est plutôt cette idée d'un monde plus harmonieux. Et d'ailleurs, je suis assez touchée qu'on qu'on remette cette plaque pour Gisèle Halimi, que vous avez choisie. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Parce que c'est ce qu'elle disait.
elle disait que le monde serait plus harmonieux s'il y avait un peu plus d'égalité et de parité. Donc c'est un petit texte de Gisèle que je vais lire tout à l'heure. Donc moi, mon féminisme, il a grandi avec moi. J'ai vraiment eu la sensation de sentir des différences, effectivement, au moment de l'adolescence, quand on commence à être une femme, que le regard change, de rapport. Moi, j'avais des frères qui n'étaient pas inquiets dans le sens, qui me disaient, enfin, qui étaient inquiets, mais qui me disaient, tu ne vas pas sortir comme ça quand je mettais une jupe un peu courte. Et ce n'était pas qu'ils avaient peur que je sois allumeuse, c'est qu'ils avaient peur pour moi. Et donc la question des violences par rapport aux femmes, elle est quand même très liée dans notre société. On a une problématique sur ce point de vue-là. Et moi, c'est aussi une des choses que je défends dans c'est évidemment l'égalité salariale, évidemment le fait qu'on devrait avoir droit à des métiers égaux, mais il y a aussi cette question des violences qui est importante pour moi, puisque j'ai compris après, beaucoup plus tard, que finalement, ma mère avait été victime de violences. Elle ne nous l'avait jamais dit. Et donc, l'inquiétude de mes frères, elle venait aussi certainement de ça. Puisque ma mère, un jour dans la rue, me dit il est mort. Et j'avais 35 ans, elle ne m'en avait jamais parlé. Et j'ai su à ce moment-là qu'elle me parlait de ça. Et je lui ai dit c'est bien, c'est une bonne chose. Et la discussion s'est arrêtée là. C'était totalement surréaliste. J'ai mis 5 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ensemble on est plus forte, où je parle des associations, des femmes. Et j'ai réalisé qu'en fait, mes frères, si moi je le savais, mes frères le savaient, qu'en fait, c'est un problème de nous tous, toutes et tous, de comment on va résoudre ce problème-là. Il y a un homme qui a eu le prix Nobel de la paix, qui s'appelle Denis Mukwege, qui est absolument fabuleux. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller voir, qui travaille en République démocratique du Congo pour réparer les femmes, parce que c'est un gynéco-chirurgien, victimes de viols comme arme de guerre dans certaines... dans une partie du Congo où il y a du coltan. C'est un petit matériau qui est utilisé dans nos téléphones et qui en fait des tribus, enfin bon, c'est un peu atroce, c'est des massacres pour massacrer les populations. Et il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en charge de comptabiliser le viol comme arme de guerre dans tous les conflits, en Syrie, mais aussi en Ukraine en ce moment, partout, et de dire que c'était des victimes comme les autres à part entière et qu'on aurait dû considérer ça comme une arme, comme un crime de guerre. Et que la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y a eu des millions de femmes qui ont été violées et qu'on a fait comme si ça n'avait pas existé et que ce n'est pas vrai qu'on porte ça en nous. Et donc, lui dit, il faut qu'on change ce rapport dans la société. Il n'y a pas, comme dirait Françoise Héritier, je reviens à Françoise Héritier, il n'y a pas de pulsion animale. Les animaux ne violent pas leurs compagnons. Donc, quand on a une pulsion mortifère et qu'on a envie de tuer son voisin, on ne le tue pas. On a des lois. Et bien, c'est pareil. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à faire bouger cette problématique dans la société? C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, il y a cet aspect-là, les violences. Et là, je suis très engagée à la Fondation des femmes pour donner des moyens aux associations sur les territoires, pour faire bouger, pour avoir des réseaux vifs, pour que quand il y a une femme qui a besoin de parler, elle puisse être accueillie, pour faire bouger les choses. Et puis, de l'autre côté, ce féminisme d'égalité, de parité, il est venu par la santé des femmes, c'est ce que je vous disais. Et donc là, je vais vous lire je vous ai apporté un petit article qui va vous intéresser, vous, la génération 2.0. C'est par l'endométriose. En fait, je suis fille de chirurgien, petite fille de chirurgien et arrière-petite fille de chirurgienne. En fait, mon arrière-grand-mère fait partie des 3 premières femmes qui ont fait des études de médecine en France en 1912. Et à l'époque, comme elle était catholique, bretonne catholique, elle ne pouvait pas voir les hommes nus. Ce n'était pas possible. Donc, elle ne pouvait pas ausculter des hommes nus. Donc, elle est partie vers la recherche. Elle a fait de la recherche. Et c'est une femme hyper brillante. Donc, avec toute cette famille de médecins, quand on vient me voir à 40 ans ou 35 ans ou 40 ans et qu'on me dit, voilà, il y a une maladie qui touche une femme sur 10 qui s'appelle l'endométriose, qui est la première cause d'infertilité, je dis, c'est pas possible. L'endo quoi déjà? C'est quoi ce mot que je ne connais pas, qui est lié à l'endomètre, le truc qui était très compliqué. J'ai pensé que c'était une blague et je suis allée voir mon père qui m'a dit effectivement c'est une maladie qui touche une femme sur 2, on n'en parle pas, une femme sur 10, pardon, mais de manière générale, les règles très abondantes, on n'en parle pas, tous ces problèmes de règles, ça devient une espèce de tabou dans la société. C'est une des maladies où le temps de diagnostic, l'endométriose est le plus long, c'est 7 ans et demi. En moyenne, une maladie, déjà toutes les maladies les plus longues, c'est 3 ans et demi. Vivre 3 ans et demi si c'est la moyenne, 6 ans avec une maladie sans savoir ce que c'est quand même très violent. Mais alors 7 ans et demi, ça veut dire que pendant 15 ans, vous ne savez pas ce que vous avez, on vous dit que c'est dans votre tête, c'est très violent. Et bien pourquoi? Parce que c'est le tabou des règles. Et là, comme il y a les JO, alors j'en profite pour vous le dire, les sportives, pour la première fois, là, aux Jeux Olympiques, on dit
il y a eu une Chinoise qui devait faire, c'était à Rio, elle devait faire le meilleur score en natation et elle avait raté, elle a été cinquième. Et elle a pour la première fois dit que c'était à cause de ses règles. Et donc, ça a fait couverture de l'équipe, couverture de courrier international. Mon Dieu, c'est la première fois qu'on parlait de ce sujet-là. Et donc, c'est un vrai tabou. Et l'endométriose, ça a été un combat que j'ai fait avec Imani, qui est une chanteuse, et beaucoup d'actrices. Et on s'est mis ensemble pour mobiliser en disant, bon, les lycéens, les collégiens, vous devez tous connaître l'endométriose. Maintenant, c'est obligatoire. Il faut que cette maladie, on en parle, que les garçons soient au courant, parce que c'est quand même un peu dommage. Ça touche le couple, puisque c'est lié à plein de sujets. Donc, j'ai bagarré sur ce truc de la santé. Pendant presque 6 ans, on a fait des campagnes, 10 ans, ça s'appelait Info Endométriose Association. Et fort de ça, est arrivé en 2017, moi j'ai commencé peut-être en 2010. En 2017 est arrivée l'affaire Weinstein dans l'industrie du cinéma sur les violences. Et donc après, je suis partie à la Fondation des femmes, travailler avec de grandes avocates. Et je me suis posé cette question. Mais alors en fait, le féminisme, à quel moment c'est arrivé dans ma vie? Est-ce que c'est ma rencontre avec Agnès Varda quand j'ai commencé, qui est une super réalisatrice? À quel moment je me suis sentie engagée sur ces sujets-là? Et je crois que la santé, ça a été vraiment le premier sujet. Puis évidemment, dans cette vague MeToo, où plein de femmes ont dit, ont dévoilé qu'elles avaient toutes vécu des choses, et qu'en fait, même les hommes, les femmes sont mises à s'écouter, à se dire, ah bon, en fait, c'est bien de se parler. Ça a été pour moi hyper important de me dire, bon, maintenant, il faut que ce ne soit pas juste une vague, mais que ça devienne vraiment j'allais dire un courant, ce soit vraiment un mouvement qui fasse qu'on change les choses, qu'on évolue, qu'on arrive à s'exprimer puisqu'il y a une libération de la parole et à concrètement faire des choses. Donc on a appelé ce mouvement hashtag maintenant on agit. On n'est pas toutes d'accord, on n'a pas toute la même vision sur le féminisme, sur les choses qui doivent se faire. Parfois en polémique. En France, on n'est pas comme les Américaines. Il y en a qui sont très radicales, comme vous dites, mais très, très radicales, d'autres beaucoup moins, qui en mettent en général plutôt la majorité, et d'autres qui sont même très opposées, parce qu'en souvent, sur les réseaux sociaux, les comptes qui sont les plus violents envers les féministes, c'est des comptes de femmes. Donc quand même, les femmes avec les femmes sont très dures entre elles. Donc les hommes, on a besoin de vous. Et donc de se dire qu'il faut qu'on bouge les choses. Voilà, ça fait partie de mon truc. Alors, donc, la Fondation des femmes, je me suis très fort engagée, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je vais essayer de vous donner ce petit article, parce que quand même, c'est pour vous expliquer pourquoi et à quel point la question des femmes, c'est une question qui ne devrait pas être minoritaire, même si Olympe de Gouges nous l'a exprimé. Mais enfin, bon, vous êtes déjà tous un peu au courant, j'imagine, si vous avez choisi Gisèle Halimi. Bon, alors ça, c'est l'âge. Je mets mes lunettes. Alors, c'est une étude qui est arrivée, par rapport à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a, nous, aujourd'hui, en France, moins qu'aux États-Unis, mais dans mon métier, très peur de ce qui va se passer sur l'intelligence. Ah bah mince alors, je l'ai en anglais, ça ne va pas vous aider. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver, excusez-moi. Je l'avais mis de côté, mais je vais vous le retrouver. Ben, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Tant pis pour l'article. Donc, sur l'intelligence artificielle, on est à un trait 2.0 en ce moment. Il y a l'IA qui arrive, et l'IA, dans nos métiers, c'est un vrai sujet. Eh bien, on sait, c'est une chercheuse sur l'intelligence artificielle qui a travaillé sur un logiciel pour les transplantations de foie. Donc, quand il y a des transplantations de foie, les médecins, ils ont tout un protocole. On donne le foie à la personne qui est la plus en attente, qui va peut-être mourir. Enfin, il y a tout un protocole. Et là, ils ont voulu, avec de l'intelligence artificielle, optimiser ce choix-là en rajoutant le côté biologique, la compatibilité des foies, en se disant que ce sera bien meilleur. On va utiliser l'intelligence artificielle, comme ça, au moins les greffes auront plus de chances de marcher. Donc, des chercheurs, dont une chercheuse, décident de travailler sur ce logiciel. Ils donnent le logiciel fonctionne très bien, au revoir, ils partent. 2 ans plus tard, ça se passe en Espagne,
Les médecins reviennent vers les chercheurs en disant « c'est une catastrophe, nous n'avons aucune greffe, il y a eu une seule proposition à une femme ». Ça a enlevé les femmes des transplantations. Donc, remise en question, et c'est là où ils se sont rendus compte qu'en fait, les marqueurs biologiques du foie des femmes et du foie des hommes ne sont pas les mêmes. Toutes les études avaient été faites sur les hommes, jamais sur les femmes. Or, physiquement, le corps des femmes sur le foie, biologiquement, n'est pas le même. Or, l'IA augmente, reproduit ce qui a déjà été étudié, et tous les éléments qu'on avait d'études et qui n'étaient que des études sur les hommes. Et donc là, ça a été une énorme sonnette d'alarme de dire stop. Cette femme, Ortiz, elle s'appelle, est devenue référence dans l'éthique de l'IA, et en se rendant compte qu'il faut faire très attention parce que tous les vieux clichés qui sont dans le passé, bah, c'est augmenté par l'IA et augmenté par les réseaux sociaux, et c'est la même chose sur tous les sujets. Donc, d'où la raison d'être encore plus votre génération sensibilisée et d'être vigilant sur ces sujets-là, parce que on va être dans une époque où c'est pas évident d'avoir cette prise de conscience extérieure sur ces sujets-là. Donc voilà, bref. L'égalité homme-femme, pour moi, c'est aussi faire bouger ce tabou des règles, sur la santé des femmes, des choses sur lesquelles on ne parle pas beaucoup. Et dans le futur aussi, une relation et un lien au consentement un peu plus vertueux, parce que je crois que ce que disait Françoise Héritier sur les pulsions, c'est vrai. Le consentement, c'est la plus belle chose, c'est de pouvoir être vérifié l'un et d'ensemble, de se poser des questions. Moi, je suis productrice, donc j'ai mis du temps, j'ai mis presque 10 ans à produire mon premier film. J'étais comédienne et j'étais persuadée que comédienne, je ne pouvais pas être productrice. C'est souvent le cas dans l'entrepreneuriat au féminin. Les femmes, elles mettent beaucoup plus de temps à monter leur société que les garçons. Quand elles le font, les sociétés durent plus longtemps. Moi, j'ai mis 10 ans parce que j'avais toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'ont beaucoup les filles. Mais pas que, hein, mais quand même, en grande majorité, qui est de se dire ben non, mais je ne suis pas encore apte à le faire. Et donc, j'ai voulu travailler sur les couloirs de récupération, dans des Sofica, pour me dire quand je monterai ma boîte de production, je ne suis pas juste actrice, je suis très très forte sur les chiffres et très très forte sur tout ce qui est financier. J'ai monté cette société de production au bout de 10 ans et en tant que productrice, je me suis rendu compte, au bout de, je ne sais pas, peut-être 6e ou 7e film, qu'il n'y avait pas l'égalité salariale sur mes tournages. Et donc là, je me suis dit, mais comment ça? Donc j'allais voir le directeur de production, je lui ai dit, mais pourquoi je lui ai demandé de faire cette étude. Je pense que si je n'avais pas été vigilante, c'est comme sur l'IA, si je n'avais pas fait cette démarche de regarder pourquoi il y a égalité ou pas, ben, je ne l'aurais jamais vu. Parce qu'en fait, ce que m'explique mon directeur de production, et donc, c'est pour ça aussi que les études, c'est pas mal. Il a fait les études. Et donc là, je vois que la maquilleuse est payée 17% de moins que le maquilleur. Il y a 80% de maquilleuses dans nos métiers. Hein. Donc, je me dis, c'est pas possible. C'est que, m'explique-t-il, quand il engage une maquilleuse, elle dit oui tout de suite, sans négocier, sans rien. Quand elle engage un maquilleur, là, il fait et les heures sup, et les nuits. Lui, tout de suite, il pose des questions, quoi. Et là, je viens de monter un festival de musique. Pareil, l'année dernière, j'engage 3 photographes, 2 hommes, 1 femme. On leur demande combien ils veulent être payés. Je vous promets que c'est la véridique. Les garçons m'ont demandé 3 500, 3 600 euros. La photographe, 1 200. Vous voyez la différence ou pas? 1 200 euros. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, j'ai donc décidé de prendre la somme globale, de la diviser par 3 et de dire, ben voilà, ça c'est le montant qu'on a pour chacun. Mais c'est compliqué de passer de 1 200 et de dire, en général on négocie, on dit c'est super, merci, on ne va pas lui proposer plus. Et par contre, ceux à 3 500, c'est difficile de leur dire que ça va être 1 200 quand ils vous proposent 3 500. Donc les filles, quand on vous demande de l'argent, allez-y 2 fois ce que vous pensez. Vous aurez encore de la marge. Ça, c'est très, très important. Alors, je pense qu'après, il y a des endroits où voilà, les professeurs, par exemple, il y a des barèmes. Je crois que c'est un peu différent. Mais dans le monde du travail, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à demander vraiment de l'argent. Et puis voilà. Et puis après, comme productrice,
J'ai produit des films, plein de films très différents, mais j'ai veillé à ce que quand même, il y ait quand même des réalisatrices, autant que d'avoir une parité, parce que moi je suis toujours sur la parité, je trouve qu'un monde que de mecs ou que de nanas, c'est pas franchement rigolo. Et donc je produisais autant de réalisatrices que de réalisateurs, et j'ai produit Grave de Julia Ducournau, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Elle avait eu la Palme d'Or pour le film Titane. C'est un film vraiment de nanas sur le bizutage dans les écoles supérieures, dans les grandes écoles, et qui est assez rigolo, film de genre. Premier film d'une réalisatrice, film de genre. Ben là, j'ai totalement utilisé l'argument que c'était une fille pour aller voir Canal+, pour leur dire, vous n'avez jamais de film de genre de filles, c'est le moment, et on a eu beaucoup plus d'argent pour ça. Et le film voilà, a été très salué dans le monde entier et est sorti. Mais voilà, j'ai des jeunes producteurs qui sont rentrés dans ma société de production, qui venaient de la Fémis et qui m'ont dit « Ah, je ne me suis jamais rendu compte qu'en fait, je produisais 3 garçons, je n'ai jamais fait attention à ça. » Donc c'est aussi une question de prise de conscience pour moi, le féminisme. C'est une hyper longue réponse. Si je fais ça sur toutes les questions, ça va être une cata. Je vais aller beaucoup plus court sur les prochaines. Alors, d'autres questions sur l'engagement associatif ou sur le métier d'artiste? Métier d'actrice. Alors, qui? Attendez, la première question était la plus dure. Il y en a une là. Problème, mais alors, c'est bon. Oui. Allez-y. Pensez-vous que d'ici 20 ans, une femme pourra être élue au pouvoir français? Ah ben, il y en a, une femme ne veut pas dire féministe. Hein. Même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois celles qui sont le plus violentes contre les femmes. Il pourrait y avoir une femme élue au pouvoir. C'est plutôt un sujet, moi je dirais, de parité globale. Je veux dire, en Italie, c'est une femme, et c'est une femme d'extrême droite. Donc, est-ce que ça dépend après des valeurs qu'elle défend? Si elle défend, comme Napoléon, le retour à la maison, le code Napoléon, les femmes, c'est pour s'occuper des enfants derrière à la maison enfermés et aller à l'église, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'une femme. Hein. Donc, non, après, c'est plutôt la diversité. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce film sur Olympe de Gouges, et je serais hyper heureuse de venir vous le présenter, parce qu'en plus, ça raconte ce combat contre l'esclavage. Enfin, j'ai vu que vous aviez des panneaux et que tout ça est écrit, donc vous le savez. C'est aussi une humaniste, et surtout et avant tout une humaniste. Et je pense que le féminisme, c'est de l'humanisme, c'est juste l'envie de plus d'égalité. Et ben, c'est quand même le seul buste de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Quand vous rentrez à l'Assemblée nationale, vous avez des très belles femmes nues sur les plafonds, des belles allégories, mais la seule qui est en face de Jaurès, c'est Olympe de Gouges. Il n'y en a qu'une. Tout le reste, c'est des hommes. Donc c'est quand même important la représentation, puis surtout les idées qu'elle a eues, ce qu'elle a porté comme idée. L'important, c'est de se dire qu'on peut, quoi, comme elle le disait très justement, les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune. C'est, je pense, mon arrière-grand-mère qui, médecin, veut être médecin à une époque où il n'y avait pas de femme médecin et qui a réussi à s'imposer, mais qui n'a pas pu être chirurgien comme elle voulait l'être. Voilà, je pense que ça bouge beaucoup, mais malgré tout, il y a encore beaucoup d'injustices. Dans mon livre, je fais le portrait des avocates de la force juridique de la Fondation des femmes. Les garçons, ils doivent en avoir ras-le-bol, là, on ne parle que de ça, mais les avocates, la force juridique, il y a autant d'avocats que d'avocates dans la force juridique, et il y a autant d'hommes et de femmes qui défendent ça. Ils se sont rendus compte, les avocats eux-mêmes, que c'était donc c'est pourtant un métier qui se féminise. Il y a de plus en plus de femmes qui deviennent avocates. Et bien, malgré tout, et ce n'est pas la faute de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, c'est aussi la façon dont on a été éduqués, qu'il y a plus d'hommes qui sont des associés et qui prennent des responsabilités. Et c'est souvent le cas dans les sociétés. C'est comme si les femmes disaient « Oui, mais moi, à un moment donné, c'est vrai, on a la charge mentale, on a d'autres choses. » Et beaucoup de collaboratrices qui sont salariées, qui ne sont pas dans les associés. Voilà. Et donc, quand il y avait et ça, c'est un vrai sujet aussi, la maternité. Donc, c'est l'importance d'avoir des congés paternité, de partager ce moment-là ensemble. Et quand il y avait des maternités, les avocats Donc, les collaboratrices partaient pour congé maternité et elles n'étaient pas reprises à leur retour. C'est quand même pas très, très sympathique, quoi. C'est-à-dire qu'après, il faut qu'elles retrouvent du boulot. Et bien, c'est les avocates qui se sont battus contre les avocats
pour qu'il y ait le congé enfin qu'on soit obligé après le congé maternité de réengager une collaboratrice. Et pour le faire, et c'est pour ça que c'est important, la façon dont est structurée une société et la politique, eh ben, ils ont fait appel à cette autorité indépendante qui s'appelle le défenseur des droits. Le défenseur des droits, qui est aussi un défenseur des enfants, des femmes. Enfin, c'est un endroit assez génial. Il y avait tout bon. Je pense que vous voyez ce que c'est que le défenseur des droits. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et donc, elles ont fait appel au défenseur des droits et elles ont gagné. Et aujourd'hui, c'est même 4 mois. On ne peut plus dire au revoir gentiment à une collaboratrice quand elle est tombée enceinte. Bon, voilà. Mais il y a plein de choses comme ça. C'est toujours des petits détails, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est de voir les petits détails et comment on peut faire bouger les choses sur des petits détails. Mais dans tout... Voilà. Bon. Après, si on reparle de mon métier, mais je ne sais pas si certains veulent faire du cinéma. Non, vous n'êtes pas dans ces... Si? Ouais. De la télé. Bon, alors moi, j'ai monté un festival, c'est la rencontre de la musique et de l'image. J'adore les gens de musique, la musique, toutes les musiques. Il y a IAM qui est venu la première année, là c'est MC Solar, mais il y a la musique classique avec Alexandre Tarot, il y a la chanson française, il y a de l'électro, toutes les musiques rencontrent toutes les images. Évidemment le cinéma, mais la série, le documentaire, la pub, le clip, la réalité virtuelle, le jeu vidéo, les boîtes de jeux vidéo. Et j'ai créé ce festival à Rochefort qui est la rencontre de ces deux mondes-là, ces deux industries, ces deux mondes. Et en fait, il y a plein de métiers dans ces deux mondes. Et donc, je voulais absolument, parce que comme productrice, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour les gens quand vous créez un jeu vidéo, comment vous rencontrez un compositeur. Si vous faites une vidéo YouTube, comment vous rencontrez pour la musique, comment vous achetez la musique et les droits. Et je trouvais que pour votre génération, c'était important de créer ces rencontres. Donc, c'est toutes les écoles de musique. On a même fait un concours étudiant national sur les BTS audiovisuel et son pour essayer de vous faire se rencontrer ces deux mondes. Et là, je me suis dit, bah, il y a mon engagement sur les femmes, puisqu'on parlait de ça, qui est très fort. Je vais faire la parité sur la programmation, je vais faire la parité sur les tables rondes. Voilà, on va inviter Women in Games. Ça fait 3 ans qu'elles existent, elles sont super. Je vous conseille aussi d'aller les voir. Et puis, je vais faire ce lien entre tout le monde. Et ben, j'ai appris là, en montant ce festival, grâce à ça, et ben, que dans les festivals de musique, il n'y a que même pas, je crois que les francophonies, c'est 19% de femmes qui sont programmées. Je ne comprends toujours pas ce truc de non-parité. Voilà, moi, c'est un truc très difficile pour moi. Donc, les films, ben, il y a 2 films réalisés par des hommes, Jacques Audiard, mais il y a Noémie Merlan, il y a Danny Boone, il y a Laurence Arnay. Enfin, voilà, j'essaie d'avoir une grosse comédie avec... Enfin, il y a Franck Dubosc, pardon, et Danny Boone avec Laurence Arnay. C'est Laurence Arnay qui a réalisé. J'essaie de faire ça. Donc, vous avez des avant-premières, des concerts, des rencontres artistiques, des discussions. Et c'est pas très loin à Rochefort. Hein. C'est juste au-dessus de Bordeaux. Pas loin de La Rochelle. Donc, je vous conseille de regarder. C'est assez sympa. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les féminisations. Du coup, est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans le milieu du divertissement ? Eh ben, c'est plutôt plus courant. C'est-à-dire que dans les cours de théâtre, sur 100 comédiennes, il y avait peut-être une vingtaine, trentaine de garçons. Mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'à l'inverse, quand on travaille dans les grands rôles, il y a plutôt plus de beaux rôles pour les hommes pendant longtemps, là ça commence à changer, que de femmes. Donc l'offre à la demande, autant vous dire que la différence salariale entre moi et un acteur de ma génération sur un film, elle est x3 pour lui. Donc là, nous, on a commencé à dire, ça suffit maintenant, hein, parce que bon, on dit 17%, d'accord, mais 3 fois. Et on se bat pour ça, pour certaines choses comme ça. C'est sûr que quand un acteur vous dit non pour un film, c'est très difficile pour un producteur ou un réalisateur de trouver un acteur de la même, voilà, du même âge. Il y en a moins. Donc, il se dit, si je le perds, j'ai pas grand monde pour le remplacer. S'il perd une actrice, je peux vous en donner 10 noms d'actrices formidables de la même génération. Donc, c'est très difficile pour ça. Mais après, non, c'est des choses aussi d'image. On est très...
dans une société sur l'image qui est plus dure pour les femmes. Moi, je sais que j'avais une passion pour Romy Schneider, pour Simone Signoret, pour Jeanne Moreau, pour des actrices où je trouvais que c'était l'énergie du jeu qui était intéressante et pas tellement l'apparence. Et puis, il y a eu une grande mode dans le cinéma de mettre des mannequins, d'être dans un truc de beauté. Bon, moi, je trouve que ce qui est important dans un film, c'est comment on vous embarque dans l'émotion. C'est si on vous... Voilà, c'est pas le côté de la beauté plastique. Et il y a eu un moment où on était là-dedans et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas évident de faire peser ça non plus à la société. Ça, c'est tout le sujet aussi de la représentation, des représentations, que ce soit pour les garçons. Voilà, je ne suis pas une fanat du mec bodybuildé, mais je pense que vous avez dû le voir. Mon mec n'est pas un mec bodybuildé. Je vais dire ça comme ça assez simplement. On ne filme pas ce passage. Mais donc, les clichés, les stéréotypes, on joue avec. Moi, je sais que Michel Hazanavicius, il joue, quand il fait OSS 117, il joue des clichés du sexisme. Voilà, ça peut faire rire. Mais après, il faut être, encore une fois, hyper conscient, quoi. Tout ça, c'est dur, quoi. Il y a vraiment voilà, des stéréotypes, des clichés, le sexisme qui est complètement infusé dans la société. Et vous êtes la nouvelle génération, donc on espère que c'est un peu différent. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça bouge, que vous avez plus accès à de l'information, que c'est moins difficile. Après, vous avez aussi accès à des choses, voilà, pas forcément vérifiées. Enfin, voilà, le problème des réseaux sociaux qui peuvent dire beaucoup de bêtises aussi. Donc, je ne sais pas, sur la manipulation de l'image, sur la façon dont on peut monter des images, faire raconter des images, ce qu'on veut. Si vous prenez une scène d'un film et que vous mettez une musique, juste avec la musique, hein, par exemple, puisque je fais Sœurs jumelles, la rencontre de la musique et de l'image, vous mettez une musique très grave et une musique un petit peu de comédie, ça change complètement la façon de percevoir une image. Mais après, vous pouvez aussi faire des montages. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut faire. La manipulation de l'image, c'est assez fou. Que je pense que l'éducation à l'image, elle devrait être chez vous encore plus obligatoire, quoi. Nous, on travaille avec ça dans le cinéma, puisqu'on essaye voilà, de mettre en place des émotions. Donc on sait ce que c'est, ce qu'on peut faire avec le montage, ce qu'on peut faire dire, mais je ne sais pas comment vous le percevez, vous, mais j'imagine que vous, je sais pas, vous avez déjà vu des making-of sur YouTube où vous voyez un peu toutes les manipulations, non? Il y a une région, la région Centre-Val de Loire, ils ont fait un truc, ça s'appelle Fake Investigation, je crois. Et ils font des battles entre collèges et lycées dans les quartiers. Ils montent des faux fake news, quoi. Chacun dans son lycée, et après ils se font des batailles de fake news. Et ils montent avec les réseaux sociaux, ils font ça. Et tu vois à quel point c'est super facile de monter un faux truc, une fausse rumeur. C'est hyper intéressant. Mais c'est peut-être pas le sujet. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Il y a une question? Allez, je crois qu'on a une question là. Bonjour, moi j'ai une question. Levez-vous s'il vous plaît. Oh non, mais non, Elle est contente. non. Elle était au Parlement des lycéens, elle a débattu avec des élèves il y a une semaine. J'aimerais savoir quel est votre rapport avec le vieillissement en tant que femme, parce que le vieillissement est très mal vu dans la société actuelle, avec la promotion de crème anti-rides, de coloration, etc. Oh, ça fait longtemps hein, que le vieillissement il n'est pas très bien vu, mais c'est vrai que maintenant je trouve que quand même on a des femmes qui vieillissent mieux. C'est vraiment une des injonctions, enfin c'est vraiment un des sujets de mon métier sur l'image, c'est qu'on appelle ça, il y a un groupe, une association qui a appelé le tunnel des femmes de plus de 50 ans. C'est-à-dire à partir de 50 ans, on rentre dans un tunnel, on disparaît. Il n'y a plus de représentation dans les émissions, partout, c'est comme si elles disparaissaient, les femmes de plus de 50 ans. Donc, je reviens à Françoise Héritier, mais franchement, lisez Françoise Héritier. Elle a raconté ça d'ailleurs. Elle disait qu'à son époque, on disait qu'en gros, les femmes à 50 ans, elles s'arrêtaient.
Alors elle disait, mais pourquoi elle s'arrêtait? Et elle a compris beaucoup plus tard, c'est lié à la ménopause. Bon, déjà ça, c'est vraiment une erreur, mais totale. La ménopause, ça peut être très très joyeux. C'est juste qu'on en a fait un truc, un espèce de truc, parce que bon, bah voilà, on va arrêter de procréer. Et alors, donc, plus désirable dans le regard. Donc ça, je pense qu'on essaye d'évoluer. Et ça, c'est un de nos prochains sujets avec toute la bande là, des actrices de la Fondation des femmes. Donc vous allez voir, on va en parler de la ménopause, parce qu'on n'en parle pas, et pas de manière joyeuse. Mais en gros, c'était ça un peu dans la société, ce que ça disait. C'est 50 ans. Ok, bon, les garçons, ils auront la prostate, mais bon, eux, c'est pas pareil. Ils se bonifient en vieillissant, c'est pas pareil. Ben, je pense que c'est une façon, encore une fois, c'est toujours des histoires de représentation, le fait qu'il y ait plus de réalisatrices, donc plus de femmes qui donnent des beaux rôles à des femmes, ou qui peuvent se raconter elles-mêmes, donc des beaux rôles, et ben forcément, ça va faire changer le regard. J'ai beaucoup joué au foot, moi. Je suis une vraie joueuse de foot. Depuis la maternelle, je joue au foot. Et les garçons, ils trouvaient ça pas normal qu'une fille joue au foot. Les filles, elles trouvaient pas ça normal qu'une fille joue au foot. Donc moi, j'étais au milieu, quoi. Je pouvais pas trop jouer avec les garçons. J'étais hyper bonne au foot. J'ai joué pendant très longtemps. J'avais même fait le club de Canal+ avec Nagui. Enfin, on avait tout un club de foot. Je suis très, très bonne au foot. Donc quand j'ai vu arriver la Coupe du Monde féminine, de football féminine, je me suis dit, génial! Et là, je réalise que personne ne connaissait les joueuses. Mais personne. Je demandais à des copains journalistes, ils me disaient... Alors, on a œuvré, comme on va le faire pour la ménopause, vous allez voir, parce que c'est ça aussi la représentation. On s'est dit, mais comment ça se fait? Mbappé, vous le connaissez tous, donc oui, vous pouvez vous projeter. Mais si je vous disais, bon, maintenant vous la connaissez peut-être, mais Wendy Renard, à l'époque, tout le monde faisait... Vous ne savez pas qui c'était. Donc, il faut faire des documentaires. Il faut faire des articles, il faut qu'on ait des photos, il faut qu'on sache laquelle est la rigolote. Donc j'ai produit un documentaire sur le foot féminin, je suis allée voir TF1. Oh non, mais c'est pas tellement intéressant, si on fait 4 millions de téléspectateurs pour la Coupe du Monde féminine, on sera content. Ça a fait 12 millions. 12 millions la Coupe du Monde féminine. On était hyper contentes. Aujourd'hui, il y a plus de licences de football féminin que de danse. On va arrêter de dire que les filles sont des danseuses. Oui, elles peuvent jouer au foot, et très bien. Et donc, on a fait on a fait un espèce de lobbying, on a appelé toutes nos copines journalistes et on a fait que ça pendant la Coupe du Monde féminine. Et donc, maintenant, peut-être qu'un tout petit peu, vous les connaissez, et je ne trouve pas encore assez, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid derrière, et bam, pas de bol, problème d'argent, les clubs ont des soucis, les premières économies qu'ils ont faites, c'est sur quoi? Le foot féminin. Voilà, donc c'est reparti en arrière. Après là, il y a eu l'Euro, mais on compte sur vous, en tout cas, nous, on pense que c'est hyper important. Parce que dès l'école, si on pouvait arrêter, les garçons arrêtent de dire que les filles ne savent pas jouer au foot, je peux vous dire qu'il y a des très 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 bonnes joueuses. Si vous allez regarder en Espagne, en Angleterre, et c'est surtout que c'est en France qu'il y a eu les premiers clubs de foot. À Reims, on a été pionnière sur le sujet. Et maintenant, il y a une super ligue à Londres, en Angleterre, il y a une super ligue en Espagne, et nous, on est en train d'attendre que le chemin passe. Donc voilà, les Américaines, elles jouent au foot depuis très très longtemps. Enfin, moi, je suis dingue de foot. Ben, c'est toujours des histoires de représentation. Voilà, tant qu'on ne s'occupe pas de refaire la promo. Là où je m'inquiète, c'est quand j'apprends que les polytechniciennes disent que ça recule dans les mathématiques, que les filles ne vont plus faire des mathématiques. Et on a des études très claires, on prend 2 classes de terminale, on les met ensemble, on leur pose le même problème dans les 2 classes, sauf qu'à l'une, on dit que c'est plutôt scientifique comme problème, à l'autre, on dit que c'est plutôt littéraire. Eh bien, je vous promets que c'est vrai, c'est le même problème. Là, d'un côté, c'est plus les garçons qui réussissent, et là, c'est plus les filles. Donc, c'est totalement psychologique. On vous dit, c'est des maths, ah, je déteste ça. On vous dit, voilà, c'est... Et donc, il y a un vrai sujet. L'informatique, ce sont des métiers qui rapportent énormément. Énormément. On se dit, mais pourquoi les filles ne vont pas dans l'informatique? Là, il y a l'école 42 qui a ouvert de Xavier Niel. Il a fait des quotas de 20% pour les filles. Il n'y a même pas 5% qui est rempli par les filles. Ils n'arrivent pas à les faire venir. Donc, c'est un truc de représentation aussi de ces métiers, de se dire, ouais, non, c'est pas pour... Mais c'est assez génial, l'informatique. On peut faire médecine en passant par l'informatique. On peut faire de la medtech, de l'edtech. Enfin, l'informatique, c'est absolument formidable. Voilà, donc il y a des trucs qui deviennent... voilà, ça, c'est un métier pour les femmes. Le care, ça, c'est sciences et mathématiques. C'est pour les hommes. Donc, c'est vraiment un sujet aussi qu'il faut essayer de faire bouger. Et moi, je pense que ça passe aussi par la façon dont on en parle et qu'on communique. Et quand je vous parlais... de la Fondation des femmes, par exemple, là, j'ai trouvé ça tellement important quand on sait que c'est Olympe de Gouges qui a fait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, que l'IVG rentre dans la Constitution. C'est un signe pour le monde entier de ne pas remettre les droits des femmes en question. C'est quand même hyper fort. Eh bien, on a quand même aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans le monde des associations. Ils dépensent des millions et des millions
sur les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, pour les jeunes, contre l'IVG. Ils ne vont pas le faire dans le monde ou dans les journaux, hein. Ils le font sur les réseaux qui vous touchent, vous, les plus jeunes. Voilà, ils ont bien compris que c'était en la désinformation qu'on allait gagner. Donc voilà, moi je vous dis juste, soyez vigilants. C'est important, il y a beaucoup de choses débiles sur TikTok. Il faut que... Voilà. Et manipuler surtout, manipuler. Une question. Vous parlez beaucoup d'argent et d'égalité salariale. Vous voulez savoir, est-ce que l'argent est un sujet tabou pour vous? Tu peux la reposer dans le micro, comme ça ils entendent tous, sans te lever. Je ne suis pas d'accord. C'est trop dur. Vous parlez beaucoup d'argent ou d'égalité salariale. Est-ce que pour vous, l'argent est un sujet tabou ou pas? Alors moi je pense, sincèrement, l'argent est le nerf de la guerre. C'est pour ça que je suis devenue productrice. C'est le nerf de la guerre. Et là, si je reparle des femmes, je sais, ça va vous gonfler les garçons, mais pour de vrai, les associations de femmes, elles font avec des bouts de ficelle. Avec des bouts de ficelle. Parfois, elles doivent remplir des dossiers pendant des mois pour 500 €. Donc quand on a monté la Fondation des femmes avec les actrices, on a dit, exactement comme moi, j'ai découvert que sur mes tournages, les femmes demandaient moins d'argent, on a dit, OK, maintenant c'est terminé, on va demander beaucoup d'argent. Et on a fait des levées de fonds, on fait des campagnes avec la Fondation des femmes, on en fait vraiment beaucoup. On fait des concours d'éloquence, on fait une nuit des relais, je crois que c'est début juin à Bordeaux. On court en relais hommes-femmes pour donner de l'argent pour les associations de femmes. On fait 1000 trucs. Et l'argent, alors évidemment, en 2017, après l'affaire Weinstein, quand on a monté la Fondation des femmes, les Américaines, elles ont monté Time's Up, elles ont levé 12 millions. Les Anglaises, avec Emma Watson, qui s'est hyper engagée sur ce sujet, elles ont fait 1,2 million. Et nous, on était hyper fiers en France, on a fait les Césars, machin, 120 000 €. C'était un peu la honte, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on a beaucoup bataillé ces dernières années, et là maintenant ça fait presque 10 ans, 6 ans, 7 ans. On a fait en tout cas beaucoup, et en 6-7 ans on a levé plus de 10 millions. Donc on a reversé que des montants de 25 000, 50 000 aux associations sur le territoire, en disant on leur donne des vrais moyens d'avoir un salaire, de pouvoir avancer. Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre, surtout. Il y a une association qui s'appelle Sista, et là, il faut vraiment aussi regarder. Sista, elles avaient en plus comme phrase de pub, c'était « il faut compter les femmes pour qu'elles comptent ». Il faut objectiver. On n'arrête pas de nous dire « oui, ça va mieux pour les femmes, faisons des études ». Ben, elles, c'est des nanas qui sont dans la tech. Il y a une des filles qui a monté ça, elle avait créé la cagnotte Litchi, je pense que vous connaissez. Elle a créé ça, elle l'a revendu, elle a gagné beaucoup d'argent. Et là, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait que 2% de tous les financements de la tech donnés à des entreprises de femmes. 2%. Ce sont les milliards qui sont levés pour la tech. Donc elle a dit, c'est le nerf de la guerre. On va maintenant arrêter de faire, c'est rigolo, nous on fait des trucs bénévolement dans notre coin, on s'excuse, on dit que non, c'est pas grave. On va demander beaucoup d'argent. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis très engagée à la Fondation des femmes. C'est pour ça que je produis. Et c'est pour ça que je fais ce festival pour qu'il y ait une visibilité. Vraiment, il y a 50-50 filles, garçons, pour dire maintenant, il faut donner des moyens aux filles. Et donc, quand je suis allée produire Grave et qu'on m'a proposé gentiment 1,2 million parce que c'est une gentille auteure qui va faire son premier film, j'ai dit pas du tout, c'est 4 millions. Donc, c'est hyper important d'arriver avec cette estime de soi et avec cette histoire à l'argent. Et aussi, je pense que ça vient d'Agnès Varda. Parce que moi, j'ai commencé le cinéma avec Agnès Varda. Agnès Varda, elle avait fait ce film qui s'appelait Sans toi ni loi, sur une femme qui dort dans la rue avec Sandrine Bonner. Elle a fait des films très beaux comme Cléo de 5 à 7, sur une femme qui tombe malade et qui passe son temps à être regardée, parce que c'est un peu une actrice, tu vois, comme ça, on la regarde, et puis qui tout à coup, parce qu'elle est malade, va changer son regard, avoir plus rien à faire qu'on la regarde, et qu'elle soit belle ou pas belle, elle se met à regarder le monde. C'est un très, très, très beau film, sans tout. Cléo de 5 à 7. Et donc Agnès, elle a essayé de faire des film paritaire dans les années 70, elle a travaillé avec Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, c'est une actrice qui a fait des films avec c'était des grosses caméras, mais c'était toutes premières caméras portables, comme ça, elles avaient des trucs un peu lourds. Et elle avait fait un film qui s'appelait Sois belle et tais-toi, sur la place des femmes dans le cinéma. Alors ça, franchement, ce film, il est surtout sur Lina Madeleine, vous pouvez le trouver partout, hein, je pense, sur n'importe quelle plateforme. Et elles se sont rendues compte que filmer, c'était une bonne façon aussi d'avoir du pouvoir, mais par exemple, il y avait eu à Lyon une grande manifestation des prostituées parce que c'était au moment du racolage passif. Elles se faisaient arrêter alors qu'elles avaient des enfants. Elles disaient, il y en a marre, on paye des impôts. Il y avait une couverture de Libération qui disait « L'État, premier MAC de France ». Enfin bon, je vais vous perdre là. Mais bref, elles avaient filmé les filles à Lyon
Grâce à ça, on en avait entendu parler. Donc c'était une fille super. Ben, elles ont fait tellement avec des bouts de ficelle que ces films-là, on ne les a pas beaucoup vus. Tu vois, c'est pas les gros blockbusters. Et Agnès Varda, on lui donnait beaucoup de prix. On disait, ah, la grande réalisatrice. Enfin, elle n'avait jamais d'argent. On ne lui donnait pas beaucoup d'argent. Elle n'était pas dans les gros blockbusters. Donc quand je vois arriver Barbie avec Greta Gerwig, réalisatrice, qui fait un gros blockbuster, elle fait partie des 3% de femmes qui réalisent de plus de films, des films qui ne sont pas des films d'auteur, c'est un gros budget. Elles sont que 3% hein, aux États-Unis, on est 27% en France. On a plus de réalisatrices, nous, qu'aux États-Unis, c'est une catastrophe. Et alors, je ne vous parle pas en Asie. Donc, il y a vraiment un sujet aussi du budget, quoi. Le budget, c'est hyper important. Donc, il faut se battre pour le budget. Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre et que c'est une idée de respect. J'ai une fois dans ma vie travaillé avec un acteur très connu où il m'a proposé mais des cacahuètes. Il était producteur aussi du film. Et je lui disais, mais moi j'ai le rôle principal face à toi, je ne vais pas pouvoir jouer en face de toi si je ne suis pas payée. Bon, peut-être pas exactement comme toi, mais quand même de manière honorable. Et je me souviens que ça l'a rendu fou. Je dis, mais il n'y a pas de problème, je fais des films très fauchés aussi quand ils n'ont pas d'argent. Si c'est compliqué pour toi de me donner la même chose que toi, je prendrai des parts de production, pas de problème. Là, ça l'a rendu encore plus fou. Et finalement, il m'a très très bien payé. Et je suis très contente parce que grâce à lui, j'ai ma maison aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut se battre. Et même si on a peur, on se dit, mince, on va peut-être... Il y a un moment, c'est un truc nécessaire. Et sur l'argent, c'est aussi ça qui donne une liberté créatrice. On s'adapte. Il faut pas. Moi, je dis comme productrice, on ne fait pas rentrer du 42 dans du 36. C'est pas vrai. Hein, c'est Cendrillon, ça marche pas. Voilà, le budget doit être en proportionnel. Donc, quand vous avez des contraintes, même budgétaires, vous pouvez être plein d'inventions pour faire ce que vous voulez faire. Et donc, il faut toujours se dire, OK, je fais ça, c'est déjà ça. Je commence quelque part, je pose une pierre. On n'arrive pas. Moi, j'aime pas ce mythe des femmes puissantes, intouchables. Oh là là, elle a fait ça, mais en fait, enfin, moi, j'ai commencé avec rien du. Enfin, Gisèle Halimi, elle vient d'un milieu super simple. Elle avait des parents en Tunisie qui n'avaient vraiment pas d'argent, et donc c'est pas un niveau social, c'est pas. Elle a juste trouvé ça totalement injuste de faire le lit de ses frères et de devoir faire les lits de ses frères, le ménage et la cuisine. Elle a dit, pas possible. À 9 ans, elle a fait grève de la faim. Ou bien mes frères font leur lit et moi aussi, ou bien moi je ne fais pas les lits. Et sa mère lui disait, mais pourquoi tu ne fais pas ça? On fait tout ça. Et elle a refusé de faire les lits de ses frères. Voilà, c'était un truc d'injustice. Mais toute sa vie, elle s'est construite et je ne connais pas de... Enfin, peut-être qu'il y a des femmes puissantes qui arrivent et qui naissent puissantes, mais moi je ne les connais pas. Et donc c'est vraiment un truc moi, j'ai l'impression que ça s'est construit de fil en aiguille, de rencontre en rencontre. Je savais que je voulais être comédienne, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je me disais, OK, donc c'est un cercle comme ça, il va falloir que je rentre dans ce monde. Par quoi je vais commencer? Et il y a 1000 façons d'être dans ces métiers. Ça aurait pu être la radio, ça aurait pu être le spectacle vivant, le one-man show, la télé, ça aurait pu être... Kian Kojandi, qui faisait avec un ami, ils allaient filmer des mariages le week-end, et son copain faisait le montage, et aujourd'hui, c'est son monteur de tous ses films, et donc ils ont commencé comme ça. Mais par contre, ne pas dire, voilà, mon rêve, c'est, enfin, par exemple, un budget, c'est ça, et je vais vouloir faire ça, c'est pas vrai. Donc, soit on trouve ça, soit on fait avec ça, mais après, la fois d'après, on le fait avec un peu plus, et on augmente, mais... je trouve très très important. En tout cas, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est pour ça que je me suis mise à produire, pour être indépendante, pour aider les réalisateurs de films dans lesquels moi je jouais, pour lesquels j'admirais, et pour qu'ils soient vus, leurs films soient vus et mieux vendus. Mais en tout cas, dans le Festival Sœurs Jumelles, on va beaucoup dans les collèges et les lycées parce que on pense toujours que c'est des métiers qui ne sont pas accessibles, mais moi, vraiment, je fais venir plein d'intervenants. Ça peut être scénariste, ça peut être monteur, ça peut être ingénieur du son. On fait même venir une DJ, on fait venir des gens avec... Il y a tellement de métiers dans nos métiers que... Par rapport au vieillissement des femmes dans le cinéma, Par rapport au vieillissement, il ne marche pas en fait. Hein. Que pensez-vous que dans le film Maverick, Tom Cruise ait été conservé pour jouer son rôle et Kelly McGillis n'a pas été conservée à cause de son physique lors du tournage? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Tom Cruise, il pèse beaucoup financièrement, elle, voilà,
C'est-à-dire qu'en fait, on a en plus ce truc de jeunisme. Enfin, c'est un peu une catastrophe, mais c'est à nous de nous battre contre ça. C'est sûr que c'est totalement injuste. Enfin, moi, je ne vois pas qui ne peut pas penser que c'est pas injuste. Après, c'est parce que aussi on s'indigne et qu'on présente d'autres projets. Et c'est pour ça que quand je parle de Barbie, c'est pas anodin, c'est que c'est un budget, un gros budget, qu'elle a réussi à y mettre de l'humour, mais qu'elle quand même explique la caricature du patriarcat et de ce qu'on est, de la société dans laquelle on est, avec beaucoup d'humour, pour dire on peut peut-être quand même un peu changer les choses, ce sera meilleur pour tout le monde en fait, pour les hommes, pour les femmes. Et ben ça c'est pareil, je pense que quand ça deviendra tellement honteux, c'est-à-dire que quand ça va être dénoncé, que Tom Cruise se dise oui là c'est vrai que je suis un petit peu ridicule, ou le producteur, ben ça cessera. Mais pour l'instant, voilà, il faut s'indigner. Je crois qu'il ne faut pas se laisser, il ne faut pas continuer à dire oh là là, ben oui c'est normal. Voilà, après, la société a évolué. Et quand je vous parlais de consentement tout à l'heure, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être réfléchi beaucoup et pris en compte. Et cette question-là, d'abord de respect des mineurs, je pense que ça c'est la base, et puis après de la question du consentement. Il y a des super petits films sur la question. C'est sur je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo où c'est deux personnes qui... il y en a un qui veut faire boire du thé, qui invite à faire boire du thé l'autre. Vous l'avez vu cette vidéo sur le consentement? Et genre, on ne force pas quelqu'un qui est évanoui à boire du thé, quoi. Moi, j'ai fait des formations. Nous, dans le cinéma, on a mis en place beaucoup de formations pour qu'il y ait des prises de conscience qui vont être obligatoires. Et c'est vrai qu'il faut aussi prendre conscience qu'on est élevé avec ces différences. Et donc, ce n'est pas forcément volontaire. C'est que c'est comme ça, c'est en nous. Et je donne toujours ce test du yaourt qui est fait pour des enfants, donc juste âge de raison, quoi, juste en dessous de l'âge de raison, donc avant 7 ans. Et ce test, c'est une fausse pub où on demande aux enfants d'être face caméra et de prendre un yaourt, à faire c'est bon. Donc c'est comme tous les tests, les parents pensent vraiment que c'est une pub, tout le monde croit que c'est une pub, mais en fait c'est un test. C'est un test qui est assez connu. Eh bien, le yaourt, il est immangeable. Ils ont mis du sel, du piment, enfin c'est vraiment immangeable. Il y a quand même 80% des petits garçons qui font « c'est dégueulasse » parce que c'est vraiment immangeable. Et inversement proportionné, 80% des petites filles qui le prennent, ils font c'est bon, parce qu'elles savent qu'il faut faire plaisir, parce qu'il faut prendre sur elles. Elles sont toutes petites, hein, elles ont 5-6 ans, elles ne sont pas encore dans une conscience du désir, je ne sais pas quoi. C'est vraiment dans leur éducation, dans notre éducation, comme quand tu vois un bébé, tu te dis comme elle est mignonne, comme il est costaud. Enfin, tu vois, c'est absurde, c'est vraiment la façon dont on est élevé. Donc, sans devenir des filles et des garçons, enfin, je veux dire, avec notre simple personnalité, il y a un moment donné où on nous a inculqué depuis très jeune à faire plaisir et à ne pas nous écouter. Et donc, c'est très difficile pour les filles de s'écouter. Il y a quand même 20% de garçons qui mangent en faisant donc il y a 20% d'hommes battus, et il y a 20% de filles qui font c'est dégueulasse. Mais il y a quand même un sujet sur cette éducation qui fait que nous, les filles, on a plus de mal à nous écouter, à s'écouter et à dire ce qu'on veut et à ne pas laisser l'autre décider. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, je pense, en plus de la ménopause. Bon, la ménopause, ça me regarde, mais je pense beaucoup à votre génération et à mes fils, quoi. Mon fils, il me dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit tout ça quand on était jeunes? Bon, c'est vrai que c'est difficile de parler de tout ça, donc on en fait des films. En tout cas, moi, j'en fais des films. Et voilà, et Olympe de Gouges, c'est un film historique qui se veut profondément que historique, mais qui essaye de dire que peut-être, à la Révolution française, le monde aurait pu changer en France. C'est vraiment à ça, on est passé à ça. Il y a même eu un décret sur le droit de divorce, il faut le faire. Hein. Il y a une vague de demandes de divorce, je ne sais plus, 6 millions, enfin un truc, je ne sais plus combien, il faudrait que je regarde le chiffre, incroyable. Et c'était beaucoup à l'initiative des femmes, parce que c'est quand même, elles devaient se prendre un peu sur la gueule, elles devaient se faire un peu taper dessus. Mais ils ont tout arrêté après. Le divorce était interdit, c'était que du point de vue des hommes. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles il faut que nous, on regagne confiance, que si on pouvait le faire tous ensemble, ce serait super. Voilà, je crois.
Et que vous dire d'autre? Mais personne n'a de questions sur mon métier, sur... J'avais juste une question un peu plus légère concernant... on a vu que vous avez prêté votre voix dans le dessin animé L'Apprenti Père Noël. Est-ce que le doublage, ça vous tente par la suite ou c'est quelque chose que vous avez plus envie de retenter Ah, mais moi, j'adore ça. D'abord, j'ai commencé avec Dominique Farrugia, un film qui s'appelait Delphine 1, Yvan 0, commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. C'était genre l'équipe de foot dans le couple. C'est aussi parce que j'aimais beaucoup le foot. Mais j'ai toujours aimé la comédie et le film d'animation. Mais c'est vrai que le film d'animation, bah, là, encore une fois, c'est des très, très gros budgets. Hein. C'est comme le jeu vidéo. Hein. C'est 20 millions, 15 millions. C'est des gros budgets. C'est souvent des films d'équipe. Ça met beaucoup de temps, mais j'en ai fait quelques-uns et j'adore ça. Là, j'ai fait un petit clin d'œil dans Silex and the City qui était à Cannes. Je fais de temps en temps des voix. J'adorerais incarner un personnage dans un jeu vidéo. Ça, ce serait génial. Moi, j'adore Assassin's Creed, par exemple, ou voilà, un personnage, j'adorerais faire ça. En fait, j'ai toujours aimé faire des choses très populaires et des films très auteurs, avec petit budget. Quand je sortais d'une comédie familiale, comme C'est quoi cette mamie avec Chantal là-dessous, vraiment, je me suis beaucoup amusée. Après, je me disais, oh, je ferais bien un film d'action très dur. Donc là, il y a un film qui va sortir en salle en octobre, qui est un film avec Samy Bouajila, qui s'appelle Abîme. C'est un thriller dans le Nord, hyper beau, avec des plans, avec la pluie. Alors bon, j'étais trempée du matin, 8h du matin jusqu'à le soir. Il y a plein de parapluies, on est dans un marché, il fait des loumas. Enfin, c'est sublime ce qu'a fait le réalisateur. Donc c'était action le matin, il fallait que j'aille courir. Enfin, on courait toute la journée. Ou des moments où j'ai envie de tuer. Enfin, c'est vraiment des choses à jouer d'action, quoi, vraiment. Et quand je sors d'un film comme ça, je me dis, oh, je jouerais bien quelque chose d'un peu plus léger, je vais m'amuser. Donc, j'ai eu cette chance de passer de l'un à l'autre. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était très fermé. Quand on faisait de la télé, on faisait de la télé. Quand on faisait du cinéma, on n'avait pas le droit de passer de l'un à l'autre. Et en plus, dedans, c'était tu es un acteur de comédie ou tu es un acteur, enfin, grand public, genre Karine Viard, ou tu es Jeanne Balibar, tu fais des films d'auteur. Et c'était celle qu'on prenait en premier. Et moi, j'étais toujours le 4e, 5e choix, parce que forcément, je faisais les deux. Mais j'avais cette liberté de faire les deux. J'ai jamais voulu choisir, moi. J'aimais bien tout. Et je voyais bien qu'on me demandait vraiment de choisir. Et c'est difficile, parce qu'en France, on a vraiment besoin de l'étiquette, quoi. Ils veulent savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu es. Et moi, j'ai refusé ça. Mais aujourd'hui, c'est plus facile, je trouve. Et j'ai eu cette chance, peut-être aussi sur le film d'Agnès Varda, quand j'avais 20 ans, de rencontrer, mais je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Marcello Mastroianni, vous connaissez? Non, hein. C'est un acteur italien qui avait joué avec Fellini, des grands films en noir et blanc, enfin vraiment des films très très importants dans l'âge d'or du cinéma italien. C'est une grande star. Et lui, quand il a commencé, il me dit, moi, quand j'ai commencé, c'était le théâtre, le grand art. À l'époque, le cinéma, ça existait, voilà, c'était pas de l'art, c'était le théâtre. Et là, quand moi je le rencontre, il me dit, là, on dit que la télé, il me dit, n'écoute personne, écoute ton instinct, fais ce qui te fait plaisir. Donc, je l'ai écouté et j'ai fait des séries télé, de la télé, autant que j'ai fait du cinéma. Et aujourd'hui, on ne fait plus cette différence. Alors maintenant, on va dire, ah, le jeu vidéo, ou... Je crois qu'il faut vraiment écouter son instinct, et il a raison, être sincère. Parce qu'il me disait, il avait fait 175 films quand je l'ai rencontré. C'est un immense acteur. Hein. 175 films, il me dit, oui, bah alors demande à quelqu'un, personne n'est capable de te citer plus de 15 titres de mes films. Allez, 20 max. Et c'est vrai. Et donc, à un moment, il faut aussi manger pour faire ce métier. Enfin, c'est aussi il faut faire des choix, mais faire des choix où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel sens, mais écouter son instinct, c'est le plus important. Et pour revenir au féminisme, c'est ce que les filles ont le plus de mal à faire. Donc je reviens un petit peu en arrière quand vous avez parlé des congés maternité. Donc pensez-vous que les congés pour les règles et les primes pour les femmes qui viennent travailler avec leurs règles devraient être mises en place comme au Japon? Surtout les primes.
Surtout l'argent. Bah oui, parce que si on commence à dire que les congés, ça veut dire qu'on est malade ou que je ne sais pas quoi. Non. Mais déjà, ça permettrait de prononcer ces mots-là et puis de dire... Parce que ce qu'on m'a expliqué, ce qu'expliquent les gynécos là, avec les sportives, c'est qu'en fait, il y a des prises en charge. Il y a des vraies prises en charge sur les règles abondantes. C'est pas normal. Enfin, en gros, quand ça fait mal ou quand... Donc, il y a des tests qu'on peut faire. Mais quand c'est un sujet hyper tabou, alors il y en a qui prennent du fer, qui font de l'automédication toute seule, qui se prennent 5 paracétamol. Enfin, c'est hyper mauvais, en fait. Hein. Il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, c'est hyper, là encore une fois, sur la société, mais je suis désolée, on pourrait ne plus avoir de règles du tout. Hein. On peut prendre la pilule. Enfin, je ne devrais pas dire ça dans un collège lycée, pardon. Ben, en tout cas, les réalisatrices, elles ont décidé de ne plus avoir de règles parce que tu n'as pas besoin d'avoir de règles, en fait. Tu arrêtes au bout d'1 an, voir que ça marche, et hop, tu reprends la pilule pendant 1 an. C'est un concept parce que tout à coup, c'est quand même, on se dit, mais c'est des fausses règles quand on prend une pilule. On n'a pas de règles, c'est des fausses règles. Donc on pourrait prendre la pilule non-stop et l'arrêter pour voir que ça marche, pour pas être infertile. Mais vraiment, on peut être suivi, il y a plein de trucs à faire, c'est pas du tout tabou. Et moi, je me suis rendu compte que les hommes, s'ils n'ont pas d'enfants, ben, ils ne voient jamais un gynéco de leur vie. C'est quand même dommage que ce soit que les filles qui portent ce truc-là. Donc je trouve ça hyper important de rentrer dans la société cette problématique-là, surtout quand on sait qu'il y en a. C'est pas qu'elles sont chochottes, c'est que c'est vraiment un sujet, quoi. T'es épuisé, t'as ce truc où... Alors, il y en a qui disent, ouais, t'as tes règles parce que t'es de mauvais poil, genre Trump, parce que franchement, Trump, campagne la plus misogyne de la Terre, hein. Le type qui a quand même dit, when you're famous, you can grab them by the pussy, quoi. C'est-à-dire, quand t'es connu, tu peux les attraper par la chatte, les femmes. Il a dit ça. C'était telle violence qu'il y a eu derrière son élection une grande marche. Ça s'appelait la Women's March, la marche des femmes. Parce qu'aux États-Unis, mais il y a plein d'Américains, ils font jamais la grève. Enfin, pour eux, c'est pas du tout faire la grève, faire des manifs, c'est pas du tout leur truc aux États-Unis. Mais là, ils étaient tous dans la rue tellement ils étaient outrés par cette campagne de Trump. Ça a été une réaction. Et je pense que si MeToo est arrivé derrière, c'est aussi lié à tout ça. Parce que là, il y a une utilisation politique contre les femmes. Enfin, c'est horrible ce qu'il dit sur les règles. Bien sûr qu'on a des transformations aussi émotionnelles, mais pareil, là aussi, ça... Si vous allez voir un bon gynéco, une bonne gynéco, ça se travaille. Enfin, et puis ça se fait à deux, quoi. Les enfants, on ne les fait pas toutes seules. Donc, enfin, on pourrait. Mais il y a vraiment une question de faire des enfants à deux, donc de s'y intéresser ensemble. Donc, voilà, moi, je trouve que les règles, il ne faut pas que ce soit un tabou, il faut que ce soit pris au sérieux. Quand on a formé les infirmières scolaires dans les lycées, c'était pour dire... Si vous avez des règles douloureuses, ça peut être une endométriose. Si c'est une endométriose, vous aurez peut-être des problèmes pour avoir des enfants. Donc, prenez au sérieux les douleurs des règles des filles parce que c'est quand même embêtant d'arriver à 35 ans, 40 ans, vouloir un enfant, à 30 ans ou 35 ans, et qu'on vous dise « Ah, pas de bol, vous avez une endométriose, ça va être compliqué. » Donc, il faut vous écouter. C'est encore une fois lié à ça. Et après, bah oui, il y a des moments où on est moins performante. Et donc, si on peut avoir une prime parce qu'on est là, parce que c'est difficile, enfin même pour les sportives, pour les danseuses étoiles, c'est évident, les sportifs, c'est évident, mais même quand on est une femme d'affaires et qu'on a un super speech à faire hyper fort, et que là, c'est un peu plus dur, et moi, je trouve qu'il faudrait avoir une prime, et puis ne se voit pas de tabou. Et donc là, la seule société qui a fait ça, la seule grosse compagnie française, là aussi, on ne filme pas, je ne sais pas pour qui c'est filmé d'ailleurs, voilà, c'est Carrefour. Carrefour, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient pas pour changer leur image, c'est quand même beaucoup de femmes, hein, les caissières. Et ils ont fait une vraie politique de santé des femmes. Et pour la première fois, c'est la première boîte en France qui offre 1 jour de congé par mois, ou enfin 12 jours par an, 1 jour par mois, pour celles qui ont des problèmes de règles très douloureuses. C'est la première. Donc c'est quand même énorme. L'Oréal, hyper féministe, 3 jours elles ont droit dans l'année, dans le monde du travail. C'est quand même sympa si tu as une endométriose. C'est tous les mois que tu tombes dans les pommes ou tu vomis ou tu es dans le noir. Et là, elles, on leur donne 3 jours. On va bien choisir, sinon c'est sur leurs vacances. Donc ils font des efforts, il y a une prise de conscience, mais moi je vous jure les garçons, il faut vous intéresser à ça, hein, parce que l'endométriose, par exemple, ça fait des rapports parfois, pas toujours, de temps en temps, douloureux quand on fait l'amour. Et vous pouvez vous dire, mince, qu'est-ce que je lui fais? En fait, elle a peut-être une endométriose, mais elle-même, elle ne le sait pas, parce que c'est 7 ans et demi de temps de diagnostic, donc peut-être que vous pouvez l'aider. C'est comme pour les cancers du sein, la palpation, c'est super si les garçons aident les filles. Moi, je dis, les garçons, vous devriez accompagner les filles. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'après, on va laisser aussi les cinémas, mais on va en 106 après, je crois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il fait très chaud ou c'est moi? Non, il fait très chaud. Ah, il fait très chaud, hein? Oui. C'est un test. C'est une intervention.
J'aurais abordé tous les sujets. Hein. Je suis passée de seconde à terminale. Quel film vous a donné envie d'être actrice et pourquoi? Alors, actrice, c'est un film que j'ai vu que comme quoi. J'adore le cinéma. J'adore l'expérience en salle où tout le monde crie en même temps. Mais là, c'est un film que j'ai vu en cassette, VHS à l'époque, qui s'appelait Frances Farmer, sur une actrice qui avait été lobotomisée dans les années 60 parce qu'elle voulait être actrice. Et c'était avec Jessica Lange. Et ce film m'avait... C'était incroyable. Et après, j'avais vu Thelma et Louise. Ça, je dois dire que quand même, grand film féministe, mais vraiment un film génial. Ensuite, j'ai vu le film scénarisé par Tarantino. Donc ça, c'est ce qui m'a donné envie d'être productrice. Parce qu'à l'époque, je connaissais le producteur qui s'appelait True Romance. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est le premier scénario écrit par Tarantino qu'il n'a pas réalisé. Et après, il en a fait d'autres. Et je connaissais le producteur et j'avais lu le scénario et j'avais adoré parce que je faisais partie je lisais beaucoup de scénarios pour apprendre l'écriture de scénarios. Mais c'est sûr que Camille Claudel, je pense que le fait que Isabelle Adjani incarne Camille Claudel, qui est un personnage que personne ne connaissait, ben maintenant on sait qu'on ne peut plus parler de Rodin sans Camille Claudel. Et donc si je fais Olympe de Gouges, c'est dans cet état d'esprit de me dire on ne pourra plus jamais dire qu'on ne connaît pas Olympe de Gouges. Parce qu'encore aujourd'hui en France, quand je dis Olympe de Gouges, il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. Et moins vous plutôt que les vieux. Parce que les vieux, ils n'ont jamais eu à l'école Olympe de Gouges. Parce que la première biographie, elle est en 81. Après, il y a eu la bande dessinée de Catel et Bocquet. Dans les années 90. Et ensuite, il y a eu un livre de Benoît de Groult, qui est une femme assez engagée féministe. Mais il y a eu très peu de choses sur Olympe de Gouges. Et on ne parle que de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et pas de tout ce qu'elle a fait. Donc là, on sort le scénario, nous, du film. Donc je pourrais venir avec le scénar, c'est des Flammarions qui sortent le scénario, avec toutes les notes des historiennes qui racontent ce que nous n'avons pas mis dans le film, et toutes nos notes à nous de pourquoi nous avons fait ces choix-là, pourquoi on a mis en scène comme ça. Et ça sort au moment de la sortie du film. Et ils sortent les écrits politiques d'Olympe de Gouges et pas que la Déclaration des droits de la femme. Mais on parle beaucoup de cancel culture. Ouais, on veut effacer. Moi, je pense qu'il ne faut pas effacer parce que ça raconte notre histoire. Mais il manque la bright culture. C'est-à-dire que raconter des histoires qu'on ne sait pas dans notre histoire. Et comme disait Michel Perrault, on n'a pas assez raconté l'histoire des femmes. Voilà, donc je reviens au début. Et vraiment, je n'aurais jamais osé dire que je voulais être actrice. Moi, je faisais du chant, et c'est parce que je faisais du chant que j'ai pris des cours de théâtre. C'est parce que j'ai pris des cours de théâtre que j'ai fait l'école du cirque. C'est parce qu'en faisant l'école du cirque, j'ai osé faire un casting. Moi, sincèrement, je ne suis pas réveillée un jour en me disant « Waouh, je vais être actrice ». C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et après, sur un tournage, je trouvais hyper intéressant la lumière. Je suis allée au montage avec Agnès Varda. J'ai commencé à faire du montage. J'ai trouvé ça hyper intéressant, le montage. J'ai fait du bruitage avec le bruiteur qui aujourd'hui a eu l'Oscar du son, qui s'appelle Nicolas Becker, l'année dernière pour un film qui s'appelle Sound of Metal, sur un musicien de black metal qui devient sourd. Et j'ai été bruiteuse de Nicolas, j'ai été perchwoman. J'ai fait 1000 choses parce que on teste, on essaye. Et puis, en tout cas... ouvrir les possibles au maximum et pas se dire « Ok, je vais prendre un truc très, très... voilà. » Ben, on peut toujours, à côté, ouvrir plusieurs portes et puis vous enfermerez, mais d'abord, commencer à les ouvrir avant de tout de suite tout fermer, n'en ouvrir qu'une, quoi. Soyez curieux, allez-y. Osez.